quand on a eu cours de gym, du coup, non, 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 voilà. Et que je pense que je vais aller chez le docteur parce que j'ai très très mal. Bah oui, alors je vous explique pourquoi j'avais très très mal. Parce qu'en fait, elles m'ont arraché les cheveux à la main et une grosse poignée de cheveux au milieu de la tête, la partie la plus sensible. Après, on m'avait mis des coups de pied un peu vers la tête, on m'avait mis des coups de pied. euh, oui, on m'avait mis des coups, quoi. Je vais pas. Donc, voilà pourquoi j'avais autant mal. Et du coup, à ce moment-là, ouais, le lendemain, je me réveille, donc j'avais encore un peu mal, j'avais encore un peu des hématomes. Donc là, je me dis non, je vais pas aller au collège dans un état comme ça. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, en plus, elle était même pas dans, elle était au lycée, elle était même pas au collège, donc ça veut dire que ils auraient pu punir personne. Donc double difficulté à vivre pour moi. Donc je me suis dit non, je vais pas aller au collège. Mais là où je veux vraiment faire passer un message, c'est que après quand je suis venue, parce que j'étais avec les 97 et et en classe, en soi, c'est pas les filles qui étaient le plus difficile à vivre. En classe, quand j'étais en troisième et en quatrième, c'était vraiment les garçons. En classe, c'était les garçons. Alors, vous allez me dire oui, mais toi aussi, gna gna gna. Alors non, 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 non. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est que les garçons, bon, en fait, ils savaient que bah, déjà j'avais redoublé, que j'étais un peu plus âgée qu'eux et que j'avais déjà eu des rapports. Parce que à cette époque-là, quand des fois quand tu fais des choses avec un garçon, bah ça va un peu s'ébruiter un peu partout parce que c'est enfin, ils te voient un peu comme la femme trophée, la fille trophée, comme j'ai la femme trophée. Oh, si t'arrives, bah, t'es un bête de gars, voilà, bref. Ça y est, t'es quelqu'un, genre. Donc à ce moment-là, ouais, c'était les garçons qui étaient le plus difficile, qui étaient le plus jugeants. Donc ouais, quand je vous dis que c'était une période sombre, c'est ouais. Et eux aussi, hein, ça m'insultait. En fait, on m'insultait partout. Donc ça me collait à la peau. PUTE, PUTE, PUTE. Chez moi, PUTE. Donc, je m'étais renfermée. Et c'est pour ça que je vous ai dit que, voilà, on va parler de dépression. Donc, ouais, à ce moment-là, quand je rentrais, ça veut dire à l'école, j'avais mon masque social. Donc, tu souris, tu dis bonjour comme si de rien n'était. Mais comme il y a une phrase qui dit, derrière chaque sourire se cache une souffrance. Et en fait, c'est réel. Parce que à ce moment-là, ouais, j'étais pas bien. Quand je rentrais sur le chemin pour aller au collège, euh, voilà, c'est soit c'était des garçons qui me suivaient pour essayer de tenter des choses, soit soit bah c'était quand je rentrais à la maison, fallait faire le ménage, fallait faire ceci. Pourquoi tu mets du temps à rentrer? Ah oui, parce que quand je finis à 16 heures, faut qu'à 16h05 je sois à la maison. Sachant que bon, j'abuse un peu, mais vous avez capté. 16h30 je suis à la maison. Il n'y a pas de 31, il n'y a pas de 32. Sinon, c'est pourquoi t'es rentré tard, nanana. Allez, donne-moi ton téléphone. Euh, Alors que, enfin, pourquoi t'es en retard? Enfin, voilà. Alors que. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je vais prendre le temps d'expliquer dans l'épisode suivant, dans l'autre épisode, ce rapport avec ma tante. Parce que dans l'épisode suivant, ça en fera partie.
Et donc, bah oui, c'est à ce moment-là où des fois j'avais envie de sécher les cours au collège. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas eu mon brevet des collèges. Mais je me porte très bien parce qu'aujourd'hui je suis auto-entrepreneur. J'ai pu construire mon projet. J'ai eu mon bac. Et voilà, je le vis bien. Mais si vous pouvez avoir votre brevet, les jeunes là, qui m'écoutent, faites-le quand même. Mais je crois que ça n'existe plus le brevet en plus, le brevet des collèges. Je sais plus. Faut pas que je dise de bêtises. Donc ouais, dépression. Je me renfermais dans ma chambre. J'avais pas envie. Quand il y avait des invités, j'avais pas forcément envie de leur dire bonjour. Je mangeais très peu. Enfin, de moins en moins. Et le problème, c'est que bah même ça, personne a fait attention. Ça veut dire que là, je vous raconte, mais jusqu'à présent, ils avaient pas tilté que j'étais en train de faire une dépression. Et elle a duré. Enfin, il y a eu des grosses périodes de down et des périodes où c'était stable, on va dire. J'étais pas. Mais il y a des périodes où c'était down. Vraiment des down, des gros down. Où, où j'étais obligée de chercher quelque chose à l'extérieur pour essayer de d'enlever ce poids, en fait, au fond, à l'intérieur de soi. Mais à la limite, comment dire? À la limite, quand c'est comme ça et que t'as un parent qui est à l'écoute, tu dis ça à un parent, le parent il va t'emmener consulter un psy, il va même parler avec toi. Des fois, il n'y a même pas besoin de voir un psy. Si c'est un parent qui est extrêmement dans la compréhension, qui comprend un peu les aspects psychologiques et les facettes d'un adolescent, les périodes qu'il peut traverser, ben, il peut comprendre. Il y a même pas besoin d'un psy, comme moi je le suis avec mes enfants aujourd'hui, mes deux enfants. Donc, ouais. Et quand j'arrive en troisième, bah, c'est le moment où c'était vraiment, c'est pour ces raisons-là aussi que j'avais pas eu mon brevet, hein. J'écoutais pas, enfin l'école ça m'ennuyait parce que c'était du vu déjà vu. J'avais pas de, enfin en fait, j'avais pas de foi. J'avais pas la foi parce que je me dis, bah, à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir? De toute façon, dans ma tête, c'était, bah ouais, hein, je commençais à croire que voilà, je suis vouée à l'échec, je vais finir peut-être éboueuse, je sais pas. Et alors que éboueuse, c'est un métier, hein, j'ai envie de dire. C'est un métier, c'est un métier comme tous les autres et ceux qui le font sont tout aussi légitimes, hein, que quelqu'un qui fait du secrétariat. C'est juste que c'est perçu différemment. Voilà. Euh, ouais, harcèlement. Harcèlement. À ce moment-là, en troisième, bah ouais, c'était un peu tout le monde. Enfin, un peu tout le monde. Non, pas tout le collège non plus. Alors, je pense à Axel. Si un jour tu lis ce podcast, enfin tu l'écoutes, je ne t'oublie pas et il faut pas croire ce qu'ils ont dit les autres. C'est que mon approche était sincère. Mon approche amicale était sincère. Elle n'était pas que par intérêt. Elle n'était pas que parce que j'étais toute seule, mais elle, est, elle était sincère parce que je me retrouvais, je me sentais bien avec toi et avec les autres. Donc, petite lettre, petite, petite libération du cœur. Voilà, à ce moment-là. Et du coup, bah ouais, enfin, quand je vous dis harcèlement, c'est, on se met en ronde autour de moi et ça chante. Mais moi, après, vraiment, c'est là où je me dis, j'avais cette force malgré que je sois un peu dans ce côté un peu dépressionniste, dépression, un peu dépressif. Oh la bourde. Dépressif, dans ce côté un peu dépressif. Je vais le laisser.
cette bourde. Bon, ce côté dépressif, bah, j'avais cette force. Et c'est cette force qui m'a aidé à sortir de cette dépression. Un peu à me relever, à être dans des périodes un peu stables ou up, et pas que dans le down. Bah ouais, ça se mettait en rond, ça chantait autour de moi, et c'était beaucoup, ça chantait autour de moi, mais des paroles pas très glorieuses. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je chantais avec eux. Moi, je voyais pas de qui vous parlez. Je me reconnais pas. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, moi, j'avais très vite compris qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était bah, de me voir pleurer. Mais en fait, ça, enfin, c'est une technique qui est, je sais, enfin, dans tous les cas, quand on vit du harcèlement, pour les jeunes qui m'écoutent et même en parler à quelqu'un autour de vous. Si vous êtes au collège, parlez à un adulte. Mais des fois, j'ai envie de dire, les adultes n'agissent pas. Et c'est ce que mon podcast le montre. Mais il y aura toujours un adulte qui saura vous écouter, qui saura faire le nécessaire. Il y a la directrice, il y a la CPE au collège, les surveillants, un surveillant avec qui vous vous entendez bien, un ami qui pourra le dire à votre place, un ami de confiance. Même si ce podcast montre qu'il n'y a pas forcément des amis de confiance. La nuance, enfin le paradoxe. Mais il y aura toujours quelqu'un. Si vous avez vraiment quelqu'un de confiance, moi, ça reste mon expérience. Bien sûr, toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Et tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, petite prévention. Mais moi, le truc, c'est que voilà, je me suis dit, je vais chanter avec eux, je vais pas leur donner ce qu'ils veulent. Je me dis, ce qu'ils veulent, c'est que ils veulent que je sois triste, que je sois au plus mal, qu'ils puissent rigoler après. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. C'est quoi qui les animait? Pourquoi vous aviez tant envie de voir ces gens pleurer? Et moi, je m'adresse à vous, les ados là. C'est quoi? Pourquoi vous voulez voir tant des ados, des jeunes? Pourquoi vous voulez voir tant les gens pleurer, être mal ou les faire souffrir? Est-ce que ce n'est pas peut-être vous qui souffrez au fond de vous? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de regarder votre souffrance droit dans les yeux, de trouver ce courage à la place de le faire subir à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, enfin, ou cette personne, bah, souffrira et que vous allez en fait au final détruire une personne au détriment de votre souffrance. Alors, je vous laisse me répondre en commentaire s'il y a des ados qui passent par là, qui ont été victimes, enfin qui sont des harceleurs. Là, je parle à des harceleurs. Je m'adresse aux harceleurs. Enfin bon, en tout cas, faites pas ça. Vous pouvez détruire des vies. Moi encore, j'avais de la chance d'avoir cette force mentale et de ne pas être dans une période de down, vraiment de down où j'ai voulu m'ôter la vie. Mais enfin voilà, il y en a d'autres qui le vivent très mal. Moi, je me suis dit, bon, je voulais pas leur donner ce qu'ils veulent, la colère. Mais je me dis, avec du recul, c'est que plus tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, plus ils vont aller le chercher. Donc, plus ils vont vouloir continuer. Et moi, bon, moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas leur donner, mais je savais que tout allait finir un jour. Donc, je me suis dit, quitte à subir un petit temps, mais quitte à subir un petit temps, et puis au final, c'est que là. Mais j'attendais aussi qu'un adulte se dise, bon, pourquoi tant de... Enfin, en fait, c'est ça. C'est que je me disais, j'attendais cet adulte qui remarque pourquoi j'ai autant de mauvaises notes alors que j'ai redoublé. Pourquoi
Voilà, même les profs, ils se posaient des questions au collège, mais encore une fois, personne. Et tout ça a fait que je me suis dit, mais en fait, faut que tu te débrouilles toute seule. Faut que tu agisses seule. Faut que tu sois ta propre, pas ta propre mère, mais en quelque sorte, quoi. Parce que ma tante, elle a voulu m'adopter, mais au final, pourquoi, si tu ne fais pas ton rôle de mère à être attentif émotionnellement à ce que peut ressentir ton enfant? Parce que ça aussi, c'est tout aussi important dans l'éducation d'un enfant. Savoir l'écouter, savoir ce qu'il a besoin, savoir se poser à côté de son enfant adolescent, son enfant tout court en fait, et se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais bien? Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais heureux? Ou même par exemple dans mon cas, se dire, ouais, viens, est-ce que tu as envie qu'on parle de ta mère? Est-ce que tu ressens des manques? Voilà, viens, on parle de ta mère. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ça me ferait, juste cette question, ça me ferait énormément du bien. Mais c'était pas le cas, c'était plus, ça m'aurait fait du bien, ouais. C'était plus des questions, c'était pas des questions d'ailleurs, c'était pas des questions, il y avait pas de questions. C'était plus un ressenti et c'était un ressenti comme si, fallait pas trop qu'on parle de ça. Bon, voilà. Et donc voilà comment j'ai géré mon harcèlement. Heu, il y avait plein d'autres choses, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Après, c'est vrai que c'est bien de comprendre pour, s'il y a des ados qui écoutent mon podcast, de comprendre ce que c'est le harcèlement. Mais je suis pas là pour éduquer, je suis là pour éduquer sur le harcèlement. Je suis là pour plus faire de la prévention par rapport à ma position, parce que je l'ai vécu et que oui, j'aurais aimé, écouter peut-être un podcast qui dit, qu'une personne a vécu plus ou moins la même chose et que, faut aller voir un adulte. Ça m'aurait peut-être donné la force d'aller en parler au CPE ou à une directrice. Mais je me dis: «Ouais, ils vont appeler ma tante et ma tante, qu'est-ce qu'elle va faire réellement?» Ils vont être dans le jugement en se disant, ou alors mes cousines aussi. Mes cousines qui ont fait office de sœur, qui vont me dire: «Oh, tu t'es pas défendue, mais tu une bolosse». Voilà, en fait, ça revient toujours aux mêmes choses. Donc on fuit, on fuit, on évite. Voilà, on évite en évitant. On évite tout ça et puis, voilà, on va gérer, on va gérer. On va subir un petit peu et voilà. Donc en fait, c'était ça ce qui se passait dans ma tête. Mais bien évidemment, personne ne doit subir. Appelez un adulte, parlez-en à un adulte. Parlez même-en à un docteur, il pourra vous conseiller quoi faire, quoi dire. Il aura le secret médical, le secret professionnel. Donc il ne pourra rien dire à qui que ce soit sans votre consentement, mais dans tous les cas, il ne le dira pas. Consentement ou pas, il ne le dira pas. Il ne peut pas le dire. Sinon, vous avez le droit de porter plainte. Et oui. Bref. Voilà, cette période de... Le problème, c'est que quand t'es pas accompagné, tu, tu peux en parler à personne. Tu sens pas que t'es écouté. Ton père est absent. Ta mère, bah voilà, tu la connais pas, elle est pas là. Ta tante qui devait faire son rôle de mère, bah tu la sens pas être à l'écoute ou tu la sens pas avoir une réelle. Alors, elle m'a envoyé. Un moment, elle m'avait envoyé chez le docteur
Elle avait pris rendez-vous chez le docteur pour, en guise de psy, parce qu'elle se disait qu'elle a besoin de voir un psy. Mais elle me le faisait ressentir comme si, oh, mais elle a un problème, faut qu'elle aille parler au docteur. Et en fait, elle faisait de la projection. Parce qu'en fait, pour moi, celle qui avait le plus besoin d'aller voir un psy, c'est elle. Déjà qu'elle prenait des antidépresseurs. Et je l'ai compris après, parce que elle parlait souvent ma tante, d'un nom de médicament. Et qu'en fait, plus tard, j'ai compris que c'était un antidépresseur. Elle prenait aussi des antidouleurs, parce que bon, elle avait des problèmes de hanche, elle s'est fait opérer plusieurs fois, etc. Voilà le packaging qu'elle portait. Mais donc, le docteur, j'en avais un peu parlé, mais en fait, moi, mon cerveau, il s'est dit quoi? Il s'est dit adulte égale pas fiable. Pas fiable parce que ils vont pas être à l'écoute. Donc, à ce moment-là, même le docteur qui me posait des questions, je parlais. Bon, après, vraiment, oui, je la sentais à l'écoute. Elle posait des questions pertinentes. Mais c'est vrai que j'avais, je me disais, j'avais un peu peur de me livrer parce c'était le docteur familial. Il connaissait toute la famille, de ma mamie à mon père, ma tante, mes cousins, mon frère, enfin voilà. Donc j'avais un peu cette peur-là de lui en parler, de lui expliquer, de lui expliquer, enfin de lui répondre vraiment en profondeur de ces choses-là. J'avais un petit peu peur. Donc au final, je me suis pas réellement confiée. Mais au moins, elle a fait le geste, de se dire, voilà, c'est dommage que ça soit pas elle. Enfin, c'est dommage. Oui et non, en fait. Mais à ce moment-là, en fait, je me disais: «Oui, c'est dommage que ça soit pas elle». Parce qu'en fait, j'avais ce truc-là de me dire: «Bon, bah, c'est ma mère aujourd'hui». Parce que je l'appelais maman aussi. C'est après que j'ai essayé de me détacher du mot maman, de remettre les choses dans son contexte. Mais c'est ma mère, entre guillemets. Là, actuellement. C'est elle qui fait le rôle de ma mère. Donc, voilà. Et comme je disais, le truc, c'est que quand on n'est pas accompagné d'un adulte, quand on est en dépression, quand un adulte ne l'a pas détecté, enfin un adulte autour de soi, dans son milieu familial ou à l'école, ou des trucs comme ça, bah, ça fait que l'adolescent, il va aller le chercher à l'extérieur. Il va aller chercher ces choses-là à l'extérieur. Il va essayer d'aller mieux à l'extérieur, de combler ces choses-là à l'extérieur. Et malheureusement, j'ai pas, j'ai pas utilisé les bonnes choses. Et ça, j'en étais consciente. J'en étais très, très consciente. J'étais consciente de ce que je faisais. J'avais une très grande conscience de moi. J'étais très lucide. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, avec mes copines qui, elles fumaient pas que des cigarettes, des substances illicites. Mhm. Et du coup, un jour, je me suis dit, tiens, enfin voilà, j'ai voulu essayer. Et c'est vrai que à ce moment-là, bah, c'était, je crois, le seul moment, malheureusement, c'était le seul moment qui faisait que je me sentais, enfin que je ressentais plus cette boule. Mais j'ai envie de dire, c'est que éphémère. C'est ça le problème. C'est ça le piège, en fait. C'est surtout ça le piège. C'est que éphémère. Moi, je l'ai pas compris tout de suite comme ça. On va dire, moi, enfin, si, je l'ai compris, en fait.
Mais c'est là où je me suis dit, ouais, j'ai pas touché tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai des fois, voilà, je fumais. Je parle pas de cigarettes. Voilà. Des fois, je fumais, mais j'ai vite arrêté parce que, et ça, je l'expliquerai dans l'épisode suivant. Mais j'ai vite arrêté parce que je me basais sur mon avenir et que je ressentais au plus profond de moi que je savais, enfin, que j'allais être une mère, que j'allais être maman. Et bah, justement, aujourd'hui, c'est le cas. Et que j'avais ce désir profond, mais en même temps, c'était quelque chose qui était évident. Je savais que j'allais être maman. Je sais pas comment expliquer, c'est un ressenti profond où je savais que j'allais être maman. Donc par la suite, j'ai arrêté. Mais à ne surtout pas faire si vous êtes en dépression, à ne surtout pas faire. C'est pas une solution. C'est pas du tout une solution. Le mieux, c'est d'aller parler à un psy, à un thérapeute, à un coach quantique comme moi. Petite pub, coucou. Un coach, parler à un adulte, à un ami, à quelqu'un de votre entourage, peu importe. Collègue de travail aussi, c'est possible. Si, si vous avez, si vous vous sentez en confiance. En tout cas, à quelqu'un de confiance. C'est ce qu'il faut retenir. Ça soigne pas ces choses-là. C'est que quelque chose d'éphémère. Et ça, je l'ai vite compris. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté et que je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de. C'est ça aussi, c'est que j'ai toujours voulu être à, hum, fidèle à ma vision de moi dans le futur, mais à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Je ressentais vraiment que j'allais être maman un jour et que je voulais être maman. Et, et je suis restée. En fait, ça a été un peu ma ligne directive en me disant voilà, je veux pas être maman très tôt, à 15 ans, mais je veux être maman jeune, une jeune maman. euh, voilà, qui aura une situation stable. Voilà. Et je savais pertinemment, j'avais confiance en moi que je pourrais gérer ce bébé, gérer, m'en occuper. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis fière. Voilà. Voilà. Je me dis que j'aurais jamais touché ces choses-là si j'aurais eu de l'attention, de l'écoute et quelqu'un de responsable qui pourrait peut-être apaiser cette douleur, la comprendre, l'écouter. Mais j'ai dû faire face toute seule parce que bah, comme je me sentais pas écoutée, j'en ai parlé à personne au final. Et ce qui a équilibré tout ça aussi, c'est mon premier amour. Je vous avais dit que j'allais vous en parler. Mon premier amour, on va l'appeler B. On va l'appeler B. Ça me permet, moi, de... Voilà. On va l'appeler B. Alors, ce premier amour, euh, comme je vous avais expliqué, en fait, il est venu vraiment pour qu'on se comble un peu mutuellement, pour venir un peu équilibrer ce manque, qu'il soit pas trop grand, trop profond. Et, euh, et vraiment, ça m'aidait à vraiment avoir se reposer, se souffler. euh, Ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'aller le voir. Bon, après, bien évidemment, je me dis, avoir un petit copain à 14, enfin, parce qu'on s'est rencontrés à 14 ans. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré et je suis sortie avec lui. Bon, on a fait une année. On a fait une année comme ça et c'était, ouais, pendant que j'étais un peu dans ma dépression, etc. Mais après, il faut savoir aussi que je suis partie en colo. J'ai fait beaucoup de colonies, j'avais rencontré des petites amourettes de vacances
qui m'ont aussi apporté plein de choses. Et puis aussi les colos, hein, qui ont aidé à équilibrer, à me ressourcer. Ah oui, la mer. La mer. Jusqu'à présent, ça me ressource. Et je pense que c'est pas que moi, hein. Il y en a qui aiment pas trop, hein. J'avais entendu des gens qui aimaient pas la mer. Comment vous faites la mer? C'est trop beau, c'est agréable, les bruits des vagues. Même si parfois elle peut être glacée. Petit souvenir de vacances. Mais ouais, tout ça en fait, ça me faisait énormément de bien. Heureusement que j'ai pu aller en colo pour ça. Je la remercie. Et, euh, et ouais, je la remercie. Parce que ça m'a permis de vivre des petits moments exceptionnels que j'oublierai jamais. Et c'est des endroits que j'ai pu découvrir et qu'aujourd'hui j'aimerais encore repartir. Je suis partie à Argelès, j'ai fait Toulon, euh, j'ai fait 2 fois Argelès. En colonie, j'ai fait Royan. Après, bon, nous, ce qui est bien aussi, c'est que avec mon tonton qui était musicien, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui faisait ses concerts, etc. Et puis qui avait de la famille un peu partout, ça fait qu'on voyageait un peu partout dans la France, enfin en France, mais dans les frontières de la France. Belgique, Pays-Bas, Suisse, on a fait Luxembourg, ouais, donc ouais, plutôt pas mal. On a fait Metz, Troyes, bon, Troyes, on a de la famille du côté de ma tante, mon père, tout ça. Euh, Après, avec ma tante, on est parti aussi en Bretagne, en Normandie. En Bretagne, on est parti vers le Finistère. Euh, ah là-bas, quand il fait froid, il fait froid, hein. Ah oui, ça blague pas, hein. Et puis, les vagues, quand il pleut, oh là là, j'avais jamais vu des vagues aussi hautes. C'était la première fois. Quoique non, oui, après par la suite, c'était à Argelès, quand la mer, on pouvait pas se baigner. Les vagues, elles faisaient plus de 3 4 mètres. C'est- C'était quelque chose, hein. Voilà ce petit passage. Donc, ouais, avec ce B, ce petit copain, ce premier amour qu'on va nommer B. Mais il est vraiment venu équilibrer. C'était quelqu'un qui était très rassurant. Il était taureau en signe astrologique, je crois taureau ascendant cancer. Et, et ouais, c'était quelqu'un, bon, on avait pris des chemins différents après, et c'est ça qui a fait que ça s'est terminé parce que je me suis dit, bah finalement, non, on ne se verra pas finir nos vies ensemble.